la nuit est à vous sur Europe 1 jusqu'à 1h. Parlez-moi de vous, de ce qui vous tourmente, de ce qui vous indigne, de ce qui vous fait rêver, de ce qui vous irrite ou encore de ce qui vous bouleverse. Au 39 21, Paul et Jeanne sont là. Non, c'est pas Jeanne, d'ailleurs, voyez le réflexe, l'habitude. C'est Hélène qui est là ce soir et qui la remplace. Donc 2 garçons ce soir, Paul et Hélène, qui vont vous accueillir. 3 garçons, puisque Philippe Chartier à la réalisation. Et bien sûr, vos messages, que ce soit par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21, en commençant vos messages par le mot « nuit ». Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis un peu émue de vous avoir. Oui, ne vous inquiétez pas, vous avez parlé déjà un petit peu hors antenne avec Paul, ça s'est bien passé. Donc bon, c'est les premières... Très gentil. Oui, c'est un gentil garçon, Paul. Ah oui. Bon, alors moi, je vais commencer par... je suis veuve depuis quelques années. Oui. Et puis, je vais aller franc au but. J'ai rencontré un monsieur qui est veuf aussi, lui, depuis, je peux dire 2 années. Oui. Dans quelles circonstances vous l'avez rencontré alors ? C'est-à-dire que j'ai répondu à une annonce dans le journal. D'accord, oui, ça marche encore. On parle beaucoup d'Internet, mais c'est vrai qu'il y a toujours ces annonces, et donc comme quoi ça marche. Oui, parce que moi je n'ai pas Internet. Oui. Alors je me suis dit, je vais voir, je vais répondre à une annonce, on verra bien. Oui. Et puis voilà, ce monsieur a 63 ans, mais il est très 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 gentil, même je ne veux pas dire trop, mais écoutez, je n'ai pas l'habitude de ça. Voilà ce qui se passe. Oui. Il n'y avait pas très longtemps, quand on s'était rencontrés, il m'a invité au restaurant. Puis moi, on a discuté, c'était le midi, et donc c'était pas loin de chez moi. Je lui ai dit de venir prendre le café à la maison. Oui. Bon, il était très très correct, ça se voyait. On a discuté un peu, et puis donc après on s'est quittés et on s'est revus très rapidement. Oui. Et à chaque fois, il m'invitait le midi au restaurant. Et donc, attendez, après, comment ça s'est passé ? Il m'a fait visiter où il habitait, chez lui. Donc, tout s'est bien passé, il était correct. Et puis, au bout d'un mois et demi, il voulait m'offrir quelque chose, un cadeau. Alors moi, j'ai dit non, je voulais pas. Donc, il m'a mis une enveloppe sur la table. Il était chez moi, On était dans la cuisine, il m'a mis une enveloppe sur la table. Donc moi, je voulais pas la prendre. Il me fait, si tu t'achètes un cadeau, ce que tu veux, ce que tu as besoin, voilà. Donc, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, moi, j'osais pas. Et il me dit, il y a 500 €. Ah oui, quand même. Ah oui. C'est une somme, oui. Ah, c'était une somme. Oui. Il y a de quoi se faire un beau cadeau, là. Ah oui. Il y a de quoi faire les soldes, en ce moment. Oui. Bon. Alors, je lui ai dit comme ça, mais je peux pas accepter. C'est pas possible. Non, mais j'ai pas l'habitude. Non, je n'accepte pas. Et il a insisté, mais avec une gentillesse incroyable. Et puis, il les a laissés sur la table et tout. Bon. Ensuite, ce monsieur va au camping il allait au camping depuis 20 ans avec sa femme à l'époque. Oui. Et il a gardé le camping et il y va l'été. Il voulait que je vienne au camping avec lui. Alors moi, j'ai refusé parce que je n'ai jamais été au camping et c'est pas pour moi. Je connais pas ça et j'aime pas. Oui. Voilà. Et donc, c'est dans la région et il m'a trouvé un hôtel avec spa. Vous voyez Ah oui. Oui, un hôtel. Bon, vous n'avez pas perdu au change. Enfin, après, quand on aime le camping, c'est très bien, mais je comprends. Oui, il s'est adapté à vos goûts, à vous. Oui, voilà. Donc, d'abord, le premier jour, je suis allée à cet hôtel-là. Oui. C'était une remise en forme. Une semaine, c'était très, très bien. Donc, il m'a fait visiter son camping le premier jour. Et puis,
Lui, il faisait une cure dans la région. Ah oui, ça, j'ai oublié de vous dire. Et après sa cure, il venait me rejoindre à l'hôtel et on mangeait tous les soirs ensemble. Oui. Et au moment de partir, il avait payé la note. Alors, moi, j'étais gênée. La note du resto ou de l'hôtel? De l'hôtel. Ah oui. Et il y en a quand même pour 600 €. Il a payé la note. Il a beaucoup d'argent, ce monsieur? Il m'a dit, écoute, moi j'ai de l'argent oui. Et je veux en faire profiter quelqu'un. Oui. On se comprend bien, on s'entend bien. Oui, visiblement, c'est pas un problème pour lui. Enfin, il est pas gêné aux entournures, quoi. Non, c'est ça, oui. Et puis, donc, ça s'est passé comme ça. Mais il faut que je vous dise encore avant que j'aille à cette remise en forme. Oui. Il m'avait refait une enveloppe pour que j'aille, parce que moi, je suis du sud-ouest, et puis ça fait 9 ans que je n'y suis pas allée, comme on discute un peu de tout. Oui. Pardon. Donc, il m'a refait une enveloppe, mais alors là, 2 000 €. Oui, c'est pour ça que j'aimerais savoir ce que vous en pensez, parce que, écoutez, on n'a pas ça fait 4 mois qu'on se connaît, enfin, le 6 juillet, ça fera 4 mois, on n'a pas flirté, on se dit bonjour, on s'embrasse sur les joues, il n'y a qu'à l'hôtel... Mais gare à ce qu'il va vous demander, là, avec la somme qu'il verse, là... Je ne sais pas, c'est ça, je comprends pas. Non, je vous taquine, mais... Oui, c'est pas normal. On voit bien que c'est un peu gênant. Finalement, c'est gênant parce que pourquoi après vous pouvez avoir le sentiment d'être un peu acheté, très clairement. Voilà. Et je me dis qu'est-ce qui va m'attendre, je sais pas. Alors il m'envoie. Oui, ça vous met pas très à l'aise finalement. C'est-à-dire, est-ce que vous lui avez fait part? Vous êtes dans une situation financière difficile de votre côté? Oui, j'ai une petite retraite. D'accord. J'ai une petite fille handicapée. Donc, il sait que oui, j'arrive juste, quoi. Vous voyez, vous joignez juste les deux bouts? Les deux bouts, voilà. Alors, mais qui veuille, je trouve, après tout, il a voulu, il vous offre l'hôtel. C'est un très beau cadeau. Oui. Il vous fait plaisir comme ça. Après tout, pourquoi pas? Mais après, je trouve que ce système d'enveloppe... Il y a quelque chose de... Vous savez, 2 000 €, ça fait beaucoup, un billet de 50 €. À force, ça fait un peu... on se demande... le risque, et on se dit, voilà, c'est... La générosité, comme ça, le côté gratuit, c'est-à-dire, voilà, vous vous demandez où il veut en venir, comme si on peut se demander, il attend quoi en retour, au fond? Est-ce qu'il doute de lui et qu'il a besoin d'acheter quelque chose, d'acheter votre attachement, d'acheter vos sentiments, alors ce qui ne s'attache pas finalement, ce qui ne s'achète pas, pardon. Oui. Voyez, il est fou de moi, hein. C'est incroyable. Maintenant là, il est à son camping, c'est 20-25 km. Il m'envoie 2 ou 3 fois par jour des SMS et puis il me dit ma chérie, mon ange, des mots vraiment... Oui, il est certainement très, très épris de vous. Alors, comment expliquez-vous que depuis plusieurs mois, finalement, vous n'avez même pas flirté, il vous a même pas embrassé? Non. Juste quand j'étais à l'hôtel, là, il commençait à me faire des bisous sur la bouche, comme ça, un petit bisou, au lieu de faire sur les joues, mais sans plus. Alors, je me demande, est-ce qu'il est timide ? Ou alors, est-ce qu'il a des problèmes je ne sais pas. Ou les deux, oui, c'est possible. Je ne sais pas, parce que ça va faire 4 mois, c'est quand même pas normal. C'est pas vous qui mettez des barrières, vous ne l'avez pas repoussé spécialement? Non, pas du tout, mais il n'a eu aucun geste, voyez. Oui, c'est un peu étrange. Parce que qu'il soit délicat, qu'il... qui mettent les formes, mais c'est bizarre. Oui, enfin copain avec quand même des mots très amoureux. Oui, et puis le fait, il se comporte plus comme un amoureux que comme un ami. Là, quand même dans les mots qu'il vous envoie. Il est amoureux, ça je le sens. Hein. Voyez, donc mais et vous avez quand même lui passé des vacances. Lui, il était dans son camping, vous étiez à l'hôtel. Oui. Vous auriez pu vous retrouver. Mais on se retrouvait. L'après-midi, quand il avait fini sa cure, il venait à l'hôtel et puis
La patronne était très gentille, elle le laissait aller à la piscine, vu qu'elle le connaissait. Oui, je comprends. Elle le connaissait. Oui, mais c'est étrange que dans ces moments de retrouvailles, d'intimité, où il venait vous retrouver à la piscine, qu'il n'y ait pas eu davantage d'intimité. Alors, hormis si c'était un accord entre vous, où vous avez une amitié amoureuse, et après tout, pourquoi pas, hein. Mais c'est pas ce qui a été dit, enfin, c'était pas... Il avait mis dans son annonce... oui, qu'est-ce qu'il mettait? Pour amitié, plus si affinité, oui. Ouais. Mais bon, à l'hôtel, là, quand j'étais, il est quand même monté deux fois dans ma chambre pour se changer, pour mettre son maillot de bain. La première fois, écoutez, Oui, mais bon, il peut à ce prix-là. Mais c'est moi qui lui ai encore proposé. Je dis, si tu veux te changer. Oui, mais bon, oui, non, mais c'est ce que pourrait faire un ami. Ça reste très correct. Il est correct. Bon, écoutez, pour une fois qu'un homme se comporte de façon très correcte, mais je veux dire, vous lui avez pas dit que ça vous gênait un peu ces enveloppes qu'il vous donnait? Si, j'en ai même presque pleuré. J'avais les larmes la première fois qui me coulaient, tellement que ça m'a choquée. Ça vous blessait? Ben, ça m'a choquée. Je sais pas si c'est blessé, mais je vous dis, les larmes me sont montées aussi. Ben, écoutez, la prochaine fois, vous ne le prenez pas. Mais je le prends pas, mais il le laisse, c'est ça. Je l'ai pas pris. Vous ne le prenez pas à ce moment-là, parce qu'il peut vous faire, si vous voulez, il peut vous embellir votre quotidien comme il l'a fait en disant où il est délicat, c'est-à-dire que vous, le camping, vous n'aimez pas trop, donc pour que vous soyez ensemble, que vous passiez du temps ensemble, il vous trouve un hôtel agréable. Bon, il vous offre cet hôtel. Voilà, après tout, tant mieux pour vous. Bon, hein, tant mieux, c'est un beau cadeau. Mais laisser de l'argent, c'est un peu tendancieux en plus. Vous savez, les enveloppes qu'on laisse à une femme, enfin, ça a une connotation un peu particulière quand même. Voilà, je me dis. Normalement, on laisse, on le fait, ça se fait dans. Là, ce qui est paradoxal, justement, il y a rien qui s'échange, mais normalement, dans la prostitution, on paie justement en espèces, on laisse des enveloppes comme ça. Mais c'est pour ça. Bon, alors je ne dis pas du tout que ce monsieur a cet esprit-là, il a certainement envie de vous faire plaisir et il ne sait pas comment s'y prendre et il est certainement très maladroit. Il sait que, comme vous dites, vous avez une petite retraite, que lui a certainement une beaucoup plus grande aisance financière et ça ne lui coûte pas. Voyez, mais du coup, il se rend pas compte que ça a un côté un peu gênant parce que ça peut donner le sentiment de vous acheter. Oui, exactement, oui. Donc, il y a une juste mesure à trouver. C'est-à-dire qu'il puisse vous faire profiter et faire que la vie et le quotidien soient plus doux. C'est-à-dire que vous n'ayez pas à peut-être si vous avez un peu des fins de mois difficiles ou une angoisse matérielle par rapport, vous avez du mal à boucler les fins de mois, peut-être dire ou à ce moment-là vous connaissez encore peu, mais qu'il vous aide à payer votre loyer. Enfin, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais ce système d'enveloppe, c'est vrai en même temps. Bon, on peut dire que c'est de l'argent dont vous disposez. Certes, vous en faites ce que vous voulez par rapport à un cadeau. Mais il y a quand même, vous connaissez peu et je trouve que c'est... L'argent, on le dit, c'est le nerf de la guerre. C'est une façon d'avoir du pouvoir aussi. Et vous l'avez dit vous-même, il est gentil, mais peut-être trop gentil. C'est-à-dire que derrière ça, c'est une façon de... Il y a un enjeu de pouvoir avec l'argent, hein. Oui, puis écoutez, si on se promène, on s'est promené, j'allais dire la ville, non, on s'est promené un petit peu un après-midi, et puis moi je suis rentrée, enfin on est rentrés tous les deux dans un magasin, et j'ai essayé un petit haut que je voulais m'acheter. Oui. Il n'a pas voulu, il l'a payé. Bon, alors après je pouvais plus rentrer dans les magasins, je peux plus, parce qu'à chaque fois, vous voyez, je veux pas il m'achèterait tout. Non, mais je pense qu'il est très amoureux de vous. Oui. Il est certainement dans une aisance matérielle qui fait que pour lui, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est aussi un peu l'ancienne école, certainement. Il ne lui viendrait pas l'idée que vous puissiez vous payer quelque chose. Vous voyez, il y a aussi une question de génération. Bon, il a envie de vous faire plaisir. Oui, ça, oui. Mais il faut qu'il entende aussi qu'il y a quelque chose d'un peu gênant. Que
enfin, il faut que vous arriviez à lui dire que ça peut fausser la relation. Oui, oui. Et ça serait dommage. C'est-à-dire que vous l'appréciez. Oui. Vous le trouvez charmant. Ah oui, parce qu'il est très comique, très très rigolo. Voilà, enfin, donc, oui. alors en plus, il a de l'humour, en plus de ce côté attentionné, bah, c'est parfait. Je peux vous dire même un peu trop d'humour, parce qu'il n'arrête pas de parler. Moi, au début, ça me faisait mal à la tête, pour vous dire. J'ai pas l'habitude, vous savez, qu'on parle comme ça, mais je lui ai dit carrément. Alors, si vous voulez, en même temps, dites-lui quand même que il est important que ça devienne pas quelque chose qui vous bloque, parce que ça peut fausser la relation, en ce sens que c'est quelqu'un qui peut douter de lui au fond et qui a besoin il peut penser, enfin, il a besoin de donner. Oui. Il pense qu'il a besoin de donner pour qu'on l'aime. Et mettez en avant le fait que vous l'appréciez pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il vous donne. Vous aimez aussi sa personnalité. Oui, oui. Et que donc le fait qu'il vous donne comme ça, un peu sans compter, je dirais, c'est un côté gênant, parce que ça induit des choses qui ne sont pas. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que il y a des réactions contrastées, parce que il y a Martine qui a 58 ans qui dit pour une fois qu'un homme n'a pas d'oursin dans la poche, profitez-en et ne vous posez pas tant de questions. Amitié à vous. Oui. Annabelle dit c'est sa façon d'exprimer son attachement. Il essaie de lui faire plaisir et il serait certainement blessé si elle refuse. Elle peut lui en parler. Oui, mais bon, c'est important d'en parler, parce que il faut aussi qu'il entende que vous, ça peut vous gêner. C'est-à-dire que c'est dans les deux sens. Ben oui. Qu'il soit blessé, c'est une chose, mais il peut entendre aussi que vous, ça vous déstabilise quand même. Ben oui, ça me fait et que peur. Ça vous met dans une position de femme qui, qu'on achète quand même. Je suis désolée, mais il y a quand même un peu de ça. Oui. Même si c'est sa façon à lui de vous manifester son affection et autres, son attachement. Oui. Bon, surtout que c'est quand même, et peut-être d'autant plus qu'entre vous, il n'y a pas d'intimité amoureuse, il n'y a pas d'intimité sexuelle, et peut-être que c'est une façon aussi de compenser. Il a peur que vous échappiez, que vous attendiez autre chose, et il compense comme ça. Il y a quand même, à mon avis, quelque chose de cet ordre-là. Hein. Oui, c'est ce que je pensais aussi un petit peu. Mais... Essayez, enfin, vous, bonne question d'Alexandre, qu'est-ce que vous éprouvez finalement, vous, envers cet homme ? Ah, mais je voudrais pas me fâcher avec lui, parce qu'il est très très gentil. Et puis... Oui, d'accord, mais ça veut dire que il est très gentil, vous voulez pas vous fâcher, c'est-à-dire que ça peut être comme quelqu'un que vous appréciez, un ami. Mais est-ce que finalement c'est quelqu'un que vous envisageriez comme un compagnon, un amant, ou pas un amoureux ? Ah oui, terminer ma vie, oui. Ah oui, avec lui, ça, j'aimerais bien, mais il me fait peur, comme il s'y prend. Ben oui, mais c'est pour ça qu'il faut lui en parler. Et mettre en avant le fait que vous l'appréciez tel qu'il est. Vous appréciez sa personnalité et qu'il n'a pas besoin d'en faire tant. Oui. Vous appréciez l'attention qu'il vous porte. C'est sa générosité à votre égard, le fait qu'il ait envie de vous faire plaisir, mais point trop d'en faut non plus. Oui. Voyez, il faut pas non plus qu'il en fasse trop. Il n'a pas besoin d'en faire autant. Ben, c'est sûr, oui. Ah oui, parce que sinon, ça va fausser quelque chose. Oui. Oui, parce que moi, je me pose un tas de questions, puis je me dis où il va en arriver, puis je sais pas, ça me fait peur. Alors, il y a Vivaldi qui dit accepter sa générosité. Je suis dans le même cas depuis 3 ans, mais il ne me plaît pas. J'ai beaucoup de tendresse. Il accepte de ne pas avoir d'intimité pour ne pas me perdre. Et puis alors évidemment, il y a beaucoup de femmes qui disent mais c'est quoi l'adresse du journal ? Vite, l'adresse de ce monsieur. Évidemment. Ah oui, parce qu'à chaque fois qu'il vient chez moi, là, il vient toujours jamais les mains vides, toujours avec quelque chose. Bon, mais ça, qu'il soit attentionné, c'est une chose. Mais enfin, voyez, à un moment, il faut pas que ça soit systématique déjà.
Même le à coût des l'hôtel. enveloppes, ça devient un peu trop, quoi, je trouve. Ben oui, je dis même à l'hôtel, il m'a fait envoyer un bouquet de fleurs. Non, mais Vous vous ça, rendez c'est compte charmant. C'est charmant. Mais Ça, oui. c'est. Vous allez pas dire, attendez, on va pas se plaindre parce que les hommes nous tiennent la porte, s'effacent devant nous et dire en plus, voyez, on se plaint quand ils sont machos Ben et puis oui. quand ils se comportent de façon élégante, on va se plaindre aussi. Donc Mais on va oui, dire, mais on sait comment- jamais ce qu'on veut. On n'a pas de Mais- relation, c'est ça. Alors je me dis, c'est pas. Ou alors il a peut-être des problèmes. Hein. C'est Je sais possible. pas. Mais Il a 63 ans. abordez-le un petit peu. Il est jeune, hein, il a que 63 Oui, ans. Hein. oui. C'est pour Mais ça. moi, je pense qu'il... Bon, alors après, on va dire que j'ai l'esprit mal placé. Moi, je pense qu'il compense quelque chose, hein, quand même. Hein. Vous Oui. voyez, la générosité Oui, comme oui. ça, à ce point-là, Ah, je pense oui. que, vous voyez, certes, il est généreux et tout, mais je Oui. pense... Oui, oui. Ça... Oui, mais bon, on va dire, mais je pense que c'est pas aussi dénué comme ça. Enfin, que derrière toute bonne intention, il y a quelque chose d'autre et il y a une attente. Oui, oui. Donc, qu'est-ce que je dois faire laisser comme ça Non, vous lui en parlez. Vous lui dites que ça vous Oui. gêne et que, Oui. au bout d'un moment, si c'est gênant s'il n'entend pas, que vous comprenez. Pour Oui. ne pas le blesser, et que vous êtes très touché par le fait qu'il veuille vous faire plaisir et que vous y êtes très sensible, Oui. mais que pour autant, il ne faut pas que ça en devienne gênant. Oui. Parce que il vous plaît, vous le trouvez, vous mettez en avant ses qualités, Oui. et que donc, il n'a pas besoin d'en faire beaucoup et d'en faire trop. Oui. Oui. Parce que sinon, vous avez l'impression qu'il est en train d'essayer Oui, de vous ma acheter. tête. Voilà. Oui, et ça ne va pas du coup. Ah, Parce que oui. vous n'allez plus être à l'aise dans cette relation. C'est sûr. Il va y avoir un déséquilibre. Alors, il y a Odile qui dit, après tout, vous pourriez aussi utiliser l'argent qu'il vous donne pour lui faire un cadeau, pour faire quelque chose à deux. Et vous pouvez, à ce moment-là, la prochaine fois, si vraiment il insiste, malgré tout, dire, bon, ben, cet argent, on va passer le week-end là, on va dans tel hôtel, on fait voilà, pour qu'il comprenne que, bon, ok, mais c'est pour partager. Oui, oui. Vous mais- retournez les choses. Oui, mais je me suis jamais retrouvée dans à l'hôtel comme ça. Eh ben, vous prenez 2 chambres à ce moment-là. Ah, oui, vous allez à oui. l'hôtel, vous prenez 2 chambres, Oui, peu oui. importe. Mais c'est pas mal la proposition Parce que d'Odile, moi, je j'aime veux bien. pas lui faire des avances, vous voyez. Non, mais je comprends. Oui, Mais à ce moment-là, vous dites, bon, eh bien, Oui. avec cet argent-là, à ce C'est moment-là, bien, oui. voilà, prévoyons-nous un petit week-end. Ça renforce votre complicité, ça Oui. renforce quelque chose, mais dire Oui. non, j'ai envie que ça soit pour des moments de partage. C'est bien, je suis sensible au fait que tu as Ah, envie oui. de me faire plaisir, mais Oui. moi aussi, j'ai envie qu'on passe des moments ensemble où on se fait plaisir mutuellement. Ah oui, ça, Voilà. j'y avais pas pensé. Ah oui, oui, oui. Aussi, voyez, sinon il y a un trop grand déséquilibre. Ah Et oui. ça va être gênant. Ah, bah, D'accord. c'est sûr. Bon, voilà, Ah. qui vous laisse un peu reprendre Oui. la main aussi Oui. dans l'histoire. Ben voilà, je voulais votre avis quand même, parce que je savais, enfin, je trouvais ça tellement... Ben, c'est-à-dire que je crois qu'il faut en parler parce qu'au bout d'un moment, Oui. vous allez avoir l'impression d'être un peu utilisé, instrumentalisé, acheté. Voilà. Ah oui, et puis ça... Et après tout, puisque vous êtes attaché à lui, dites-lui, ça peut le rassurer, ça peut un peu freiner. Non pas sa générosité, c'est quelqu'un de généreux et d'attentif à vous, il le restera. Mais en tout cas, ce système d'enveloppe, ça va. Il peut vous faire plaisir, mais un peu autrement, ou vous aider, faire en sorte que votre quotidien, je vous dis, soit plus doux et moins teinté d'inquiétude parce que vous avez une petite retraite, en vous aidant autrement. Eh oui, D'accord. Oui, Voilà. là, il m'a donné cette enveloppe pour que j'aille revoir ma famille, vous voyez, qui est dans le sud-ouest. Ça fait longtemps que je suis pas Oui, allée, alors... mais oui, Mais- d'accord. Mais bon, ouais. quand même, mettez-lui Quand même, des oui. limites. D'accord. Ah oui, ah Ok. oui. hein, Ah oui. Voilà. Merci beaucoup, Je vous en prie. Caroline. Merci. Au revoir, Michel. Au revoir, Caroline. Merci. Alors des témoignages, des réactions très contrastées suite au témoignage de Michel qui nous disait que elle avait rencontré un homme par annonce dans un petit journal et cet homme se montrait extrêmement généreux vis-à-vis d'elle, lui laissait des enveloppes d'argent au départ 500 €, 600 €, 2000 €. Alors les femmes disent mais c'est pas possible, ça existe un homme pareil, c'est un rêve, à moins qu'il ne cache un vrai problème qui tourne au cauchemar. Quelqu'un me dit mais écoutez, en plus de l'adresse du journal, merci de me transmettre l'adresse du monsieur, j'ai 40 ans, mais c'est pas grave. Et puis, les garçons, ils sont plus ironiques, sont plus sarcastiques en disant, peut-être un petit problème de prostate, et puis au lieu d'acheter des fleurs, ferait mieux de s'acheter du Viagra. Voilà, c'est ça, c'est très clivé ce soir, Il y a d'un côté les réactions de femmes qui se prennent à rêver, et les hommes, je dis, qui se moquent un peu. Allez, on va accueillir maintenant Salomé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Salomé.
Déjà, je vous remercie de prendre mon Mais appel. je vous en prie. Et voilà, je vous écoute presque tous les soirs. Et voilà, merci. Ça me fait plaisir de vous avoir. Moi aussi. Voilà, c'est pas très facile de commencer. Non, c'est vrai. Donc, écoutez, je vais essayer de faire simple. Donc voilà, j'ai rencontré un homme il y a 8 mois. Oui. Un homme avec lequel tout s'est passé de façon évidente, de façon progressive, mais crescendo, on va dire. Tout était formidable, enfin voilà. Et puis on a plein de goûts communs, plein de choses qui nous liaient. Et puis j'ai su dès que je l'ai rencontré que effectivement donc il avait quitté sa compagne cet été. L'été dernier en fait. Oui. Et quelques mois avant notre rencontre. Et puis c'est vrai que tout de suite il m'a dit que c'était l'évidence, que c'était moi. Et puis moi c'était vraiment partagé. C'était comme un coup de foudre, qui durait. Alors je sais qu'au moment où il s'est séparé de sa compagne, il était dans l'alcool. Il a fait une cure, il s'en est sorti. Ensuite quand on se voyait, quand on avait des amis, etc. Il a jamais été tenté, jamais de reboire un verre, même si nous on buvait un verre et tout ça. On lui avait demandé si ça le dérangeait pas. Non, ça le dérangeait pas. Enfin, tout allait très très bien. On a partagé énormément de choses. On est partis en week-end. Enfin, on est passionnés tous les deux d'expos, de concerts, etc., de découvertes. Enfin voilà, tout était très très bien. Jusqu'à ce que au mois de mai. En fait, déjà il avait une jalousie par rapport à un ami à moi une jalousie qui n'avait pas lieu d'être puisque c'était vraiment un ami de façon très très platonique. Oui. Et puis il y avait déjà ce petit truc qui m'avait mis la puce à l'oreille, mais à chaque fois on a réussi à régler les choses. Et puis il a admis que c'était une bêtise de sa part, quoi, qu'il n'avait pas lieu d'être. Et puis il a plongé très très bas. Il était suivi par un psychiatre avec lequel il parlait pas vraiment, qui lui donnait juste des médicaments pour tenir le coup, par rapport à l'alcool, par rapport à une dépression latente, j'imagine. Et donc au mois de mai, il m'a lancé plus ou moins un appel au secours. Il m'a dit qu'il voulait s'endormir pour toujours, etc. J'ai accouru évidemment. On ne vivait pas ensemble, mais on se voyait tout le temps. Et puis je l'ai emmené à l'hôpital. C'est même lui qui m'a demandé. Donc il a été hospitalisé pendant une semaine dans un service psychiatrique. Et puis et puis à la sortie de l'hôpital, c'est vrai que c'était difficile, il pouvait pas reprendre le travail, etc. Mais moi j'ai toujours été là pour lui. On a encore partagé à partir de ce moment-là des moments assez forts. Et puis voilà. Et donc la semaine dernière, il a émis le souhait de partir quelques jours se reposer dans sa famille en province. Et et puis un soir il m'a dit qu'il avait replongé, qu'il avait dans l'alcool ou ouais, dans l'alcool. Et ce même soir il m'a dit qu'il pensait qu'il n'avait plus de sentiments pour moi. Et voilà, que pour lui c'était fini. Et je suis tombée de très très haut parce que franchement nous n'avions ni l'un ni l'autre. Il me l'a dit plusieurs fois, il me le dit encore, qu'il n'avait jamais ressenti ça pour personne, qu'il n'avait jamais vécu les joies qu'il a vécues avec moi, avec personne. Enfin, c'était vraiment très très fort. Et donc en fait, après ça, je lui dis, écoute, je ne peux pas accepter ta décision de mettre fin à notre relation dans la mesure où je pense que tu n'es pas en état de prendre une telle décision. Je vais te laisser un peu de temps. Et puis voilà. Et donc il était d'accord pour qu'on se laisse du temps. Et voilà. Maintenant le temps. Donc on en est là. Il m'a encore envoyé un SMS tout à l'heure en me disant que la flamme s'était éteinte. Mais il était alcoolisé, je pense, quand il m'a envoyé ce message.
Avant-hier soir, il m'a un peu fait tourner en bourrique parce que j'ai encore cru qu'il allait se mettre en l'air. Parce que bon, quand il avait été hospitalisé, c'était suite à une pseudo-tentative de suicide. En tout cas, il avait avalé plein de médicaments et bon, j'ai accouru pour le secourir, entre guillemets. Oui. Et puis voilà, donc là, je veux bien lui laisser du temps parce que je pense qu'on a vraiment quelque chose à vivre quand il sera guéri, ou en tout cas en voie de guérison. Mais je suis perdue dans la mesure où je ne veux pas m'immiscer dans sa vie pour l'aider, parce que de toute façon, je ne peux pas l'aider malgré lui. Ça, c'est sûr. Mais moi, c'est peut-être idiot, mais j'espère vraiment que c'est son mal-être actuel, sa descente au fond du trou qui fait qu'il est incapable d'éprouver quoi que ce soit de toute façon. Et voilà, je me demande ce que je dois faire en fait. Bon. Alors, je comprends que ça soit difficile pour vous parce que vous avez vécu des choses très fortes, très belles avec cet homme en l'espace de 8 mois. C'était un moment assez particulier pour lui parce que c'était dans une période qui suivait un peu une période de renaissance pour lui. Oui, après ça, oui. Une cure où il allait mieux, où il s'ouvrait à nouveau à la vie, où il y avait cette rencontre qui le portait. Mais vous ne pouvez occulter le fait que cet homme est quelqu'un qui est quand même très fragile et qui ne va pas bien. Et d'ailleurs, quand vous l'avez rencontré, il avait rompu avec sa compagne parce que, me dites-vous, il avait un problème, il était dans l'alcool. Oui, alors, enfin, c'est pas pour ça qu'il a rompu. Non, mais peu importe. Il avait ce problème-là déjà avant. Ouais. Il replonge. Ouais. Bon, alors, ce qui est un peu préoccupant, c'est quand vous dites que vous ne pouvez pas accepter sa décision de mettre un terme à la relation. C'est-à-dire que, avez-vous vraiment le choix ? À partir du moment où c'est quelqu'un qui, de toute façon, actuellement a rechuté, a besoin avant tout de se soigner, d'aide et d'aller mieux. Ça, vous êtes consciente de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui pouvez l'aider, même si vous avez été très présente et que vous êtes intervenue. Mais vous voyez bien que malheureusement, ça ne suffit pas. Non, et qu'il a besoin peut-être à nouveau d'une hospitalisation, à nouveau d'une équipe autour de lui. Il m'a dit tout à l'heure qu'il allait se faire hospitaliser. Mais si vous voulez, moi Mais il est quand même, d'une certaine façon, assez conscient de la situation. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est vrai qu'il n'est pas prêt à vivre quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il va mal, très mal. Oui. Et la priorité qu'il peut avoir en ce moment, c'est de se soigner. Alors vous, je comprends que vous soyez assez désemparés parce que quand vous dites que faire, c'est-à-dire que votre temps à vous n'est pas le sien. C'est-à-dire que lui, il a besoin, et il a le temps son objectif, c'est d'aller mieux, c'est d'essayer de sortir de sa dépression. Bon, ça peut prendre beaucoup de temps. Et vous ne pouvez pas rester suspendu à cela. Tout ce que vous pouvez vous dire, c'est que, en attendant, vous actez le fait qu'actuellement, il ne peut pas être avec vous dans cette relation. Et reprendre le cours de votre vie et vous occuper de vous le mieux possible. Vous verrez bien après. Je ne sais pas, peut-être que quand cet homme ira mieux, mais en attendant, il faut que vous repreniez le cours de votre vie. Parce que rien n'est moins sûr non plus. Vous pouvez pas mettre votre vie en question en fonction d'un pronostic porté sur cet homme. Oui, ça je comprends, bien sûr. Oui, mais bien sûr, vous avez raison, bien sûr. Mais si vous voulez, ce qui est c'est très trop dur, périlleux pour vous, c'est trop bancal pour vous, voyez. Ouais. Mais voyez, j'ai eu des ruptures comme tout le monde. Hein. On a tous connu ça. J'ai 43 ans, donc bon, voilà. Et bon, j'ai été quittée. Je sais ce que c'est et les situations dans lesquelles je me suis faite quitter. Donc
je les ai acceptées parce qu'elles étaient prises en conscience et en lucidité. Oui, je comprends. Et là, le fait que qui me dit ça maintenant, ça me bouleverse parce que vous vous dites qu'il n'a pas tout son discernement, voilà, et que c'est aussi sa pathologie, sa fragilité qui fait qu'il prend une décision qu'il ne souhaite peut-être pas dans le fond. Mais le problème, c'est que c'est quand même, semble-t-il, un problème un peu chronique. Et ça fait aussi partie de lui et vous ne pouvez pas l'occulter. Oui, ça je sais. Ça fait partie de ce qu'il est. C'est-à-dire que vous avez vécu une parenthèse, c'est ça, vous n'avez pas aussi, malheureusement, suffisamment d'antériorité. C'est ce qui est très compliqué pour vous, et ce que je comprends, je peux le comprendre, Salomé. C'est-à-dire que vous avez vécu 8 mois très intenses, très forts, comme on peut être, parce que c'est comme peuvent être les débuts d'une relation et quand on ressent une très forte complicité avec quelqu'un, et en plus quelqu'un qui est dans un moment de vie très particulier parce qu'il renaît à la vie. Aussi, oui, c'est ça. Ouais. Et parce qu'il y a une belle rencontre, ça n'enlève rien à la beauté de votre rencontre, mais en même temps, il y a toute l'antériorité de ce qu'il est, de sa personnalité, et que vous ne pouvez pas occulter. Certes, oui, il dit ça, et je suis d'accord avec vous, peut-être parce que il est en train de replonger, parce que la dépression reprend le dessus, et je suis la première à dire qu'on ne prend pas de telles décisions comme ça, quand on est en couple depuis longtemps, qu'on a construit quelque chose. Il vaut mieux, quand on va mal, se soigner, différer la décision. Mais vous ne vous connaissez pas depuis suffisamment longtemps en même temps. Et ce que vous connaissez de lui, c'est que c'est quelqu'un qui a cette grande fragilité en lui. Et ça, bien avant de vous connaître. Il se dévalorise tout le temps. Ben oui, mais... Il me dit que... alors, la phrase qui revient, c'est je ne vois pas comment tu peux m'aimer, parce que je vais employer un mot pas sympa, mais c'est lui qui me le dit. Il me dit je suis un sinistre con, je suis un moins que rien, je comprends pas comment quelqu'un comme toi, d'aussi formidable, etc., puisse m'aimer. Je ne comprends pas. Voilà, il m'a dit je suis incapable d'aimer, mais je dis ça. Il faut l'entendre, Salomé, ça aussi. C'est-à-dire que c'est la partie évidemment que vous avez le moins envie de voir dans cette histoire, mais c'est aussi une des facettes de cet homme. Ouais. Bien sûr, oui. Et ça veut dire que en vous accrochant aussi à lui, vous accrochez aussi à quelqu'un qui est dans une grande complexité et vers quoi vous allez, quoi. Pourquoi vous allez forcément vers quelque chose de très compliqué en vous accrochant à lui. En tout cas, vous vous accrochez pour le moment à quelqu'un qui vous rejette parce qu'il va pas bien. Quel sens ça a pour vous? Oui, non, mais c'est exactement ça. Peut-être que vous aviez vécu ce que vous avez à vivre, un moment de très belle embellie pour lui. Oui. Si vous voulez, ce qui me perturbe beaucoup, c'est que je n'ai rien vu venir finalement, quoi. C'est que je n'ai rien vu venir. C'est-à-dire que quand il est parti se reposer, parce qu'il était en arrêt de travail, il a un poste à haute responsabilité en plus. Il ne pouvait absolument pas assumer son travail. Et quand il est parti se reposer dans sa famille, donc c'est vrai que j'ai été moins. Enfin, je voulais pas l'embêter, donc j'ai été moins présente. Je lui ai envoyé quelques textos par jour, voilà. Enfin, j'ai pas voulu l'envahir, si vous voulez. J'ai voulu respecter son besoin de s'éloigner, et il m'a renvoyé ça dans les dents, entre guillemets, en disant oui, de toute façon, j'ai senti que tu t'éloignais de moi, donc j'ai préféré mettre fin à notre relation, alors que moi c'était pas du tout dans cette optique-là que je le faisais, parce que mon amour pour lui depuis 8 mois, il est allé crescendo. Il y a à aucun moment je ne doutais. Donc c'est vrai que samedi soir, quand il m'a envoyé ce texto, ça m'a bouleversée. Et donc on s'est vu dimanche soir quand même. Dimanche soir, il m'a demandé de venir chez lui. Donc on a beaucoup parlé très calmement, sans s'énerver. Enfin, il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre. On s'est dit les choses. Moi, j'étais pas du tout restée. J'avais pas du tout dans l'idée de rester passer la nuit chez lui.
Et c'est lui qui m'a demandé de rester. Bon, on a fait l'amour, voilà, enfin, comme d'habitude, quoi. Et, et puis voilà, je lui dis, bon, écoute, le mieux, je pense, c'est qu'on fasse une pause, qu'on prenne du temps, que tu te fasses soigner. Et puis tu me recontacteras si tu en as envie le jour où... C'est ce que vous pouvez... Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux là. Il n'est pas en état pour le moment... dans l'état que vous décrivez, il n'est pas en état de vivre une relation. Quand on va mal, la priorité c'est de se soigner. Oui, mais ça je suis d'accord. Bon. Alors, donc vous ne pouvez que le laisser s'éloigner. C'est ce que dit Lilia. Lilia dit désolé de vous suggérer ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Mais pour le moment, il n'y a rien à attendre. Et c'est ce qu'il vous dit d'ailleurs. Hein. Donc même vous, ça ne vous aide pas et de toute façon, lui non plus. Parce que c'est brinque-ballant, donc bon, vous vous accrochez à quelque chose. Pour le moment, vous ne voulez pas voir l'aspect plus sombre de la personnalité de cet homme. Oui, ça c'est Mais ça. bon, et en vous accrochant, vous allez vers des choses vraiment difficiles. Et pourquoi ? Réfléchissez-y quand même. Hein. Ouais, pourquoi ? c'est vrai. Il y a juste une chose, vous voyez, je vois une psychologue depuis parce que bon, j'ai pas eu. Bon, c'est bien, ça va vous aider à voir pourquoi vous voulez aller vers quelque chose d'aussi compliqué. Voilà, j'ai pas eu une vie facile avant également, avec les hommes en tout cas. Et c'est vrai que là, donc j'ai vu ma psychologue cet après-midi et donc c'est une psychologue que j'avais vue quand je me suis séparée de mon mari il y a 3 ans. Et c'est une psychologue de couple en fait, mais enfin qui voit aussi les gens comme ça. Hein, et bon, c'est quelqu'un avec qui le courant passe très très bien avec moi. Et elle m'a suggéré, elle me dit est-ce que ça vous aiderait si vous accompagnez à une des séances pour mettre peut-être des mots, pour que vous entendiez les choses. Alors je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je lui en ai parlé. Il m'a dit qu'il n'était pas contre, mais qu'il savait pas. Mais vous lui demandez des choses bon, moi je trouve ça... personnellement, je partage pas du tout ce point de vue, mais peut-être elle fait ça pour vous, certainement même, parce qu'elle pense que vous avez besoin d'entendre des choses, mais il vous dit des choses, cet homme. Simplement, vous n'avez pas envie de les entendre. Vous n'êtes pas prête à les entendre. Ouais. Vous voulez pas entendre qu'il va mal, qu'il a son chemin à suivre, et que vous avez le vôtre à suivre. Et pourquoi voulez-vous à tout prix mettre vos pas dans les pas d'un homme qui va aussi mal ? C'est ce qui m'interroge. Et c'est là-dessus qu'il faudrait que vous travailliez avec votre psychologue. Pourquoi voulez-vous aller dans le sillage d'un homme qui va aussi mal ? Vous me dites que vous avez vécu des choses très difficiles en amour et vous vous lancez, vous vous accrochez à quelqu'un qui va très mal. C'est quand même... ça interroge. Non, mais je ne sais pas si vous pouvez répondre comme ça, là. Voyez, c'est parce que il y a quelque chose de vous qui vous porte à aller vers des choses qui vous font souffrir. Oui, ça mérite quand même de... Vous avez sans doute raison. Mais disons que j'ai toujours eu des histoires un peu compliquées parce qu'elles étaient à sens unique. Ben là, ça se profile bien dans ce sens-là, hein, actuellement. Ça ne veut pas dire que vous avez vécu quelque chose. Il faut parfois accepter que ce que vous aviez à vivre, vous l'avez peut-être vécu, c'est peut-être derrière vous. Et que vous avez maintenant à avancer. Lui aussi, mais en tout cas pas sur le même chemin. Et que là, vous voulez en vous accrochant comme ça, vous prenez le risque de souffrir. Mais bon, donc franchement, je trouve que vous allez vers une voie qui n'est pas forcément une bonne pour vous. Mais puisque vous êtes en thérapie, vous allez pouvoir approfondir cette question, Salomé. Bon courage. D'accord. Bon courage à vous. Ok. Au revoir. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21, 65 centimes plus coût d'un SMS. Alors, des réactions qui arrivent justement pour Salomé qui nous parlait de la relation avec cet homme qui ne va pas bien du tout et qui d'ailleurs a décidé de mettre un terme à la relation. Anne dit, et Salomé a du mal à accepter cela, elle dit « Je me reconnais, je me suis accrochée et épuisée. Au final, quand lui a été requinqué,
il a trouvé une jeunette, alors attention à vous. Et puis Marc qui dit on ne peut aider une personne qui n'est pas en quête d'évolution. Plonger dans l'alcool est une réelle maladie et peut nuire au couple. La maladie se soigne, c'est le premier pas à faire avant d'envisager plus. La rencontre peut être un moteur pour s'en sortir, mais il faut rester prudent vu la fragilité d'avant et la relation de courte durée. Bon courage à votre auditrice. En tout cas, qu'elle ne se charge pas inutilement. Marc, il dit pardon un peu pour la dureté de mes propos, mais bon. On va accueillir maintenant Livia. Bonsoir Livia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, je vous appelle pour aborder un sujet qui me touche et qui n'est pas souvent abordé sur votre antenne. Oui. C'est que j'ai un complexe en ce qui concerne ma poitrine. Oui. Parce que je trouve que j'ai une petite poitrine. Et du coup, j'étais en couple depuis 5 ans et demi presque avec quelqu'un et on a rompu il y a quelques semaines. Et ce complexe, il a tendance à ressurgir depuis parce que j'appréhende un peu la rencontre avec un autre homme et j'ai un peu peur de la réaction en fait des hommes que je serai amenée à rencontrer par rapport à ma poitrine en fait. Vous avez toujours eu depuis l'adolescence vous avez très peu de seins? Je fais un petit bonnet B, c'est-à-dire qu'en fait en fonction des modèles et des marques, je vais faire du B mais qui ne sera jamais rempli. Parce que le A sera soit trop petit, soit trop... Voilà. Mais je suis vraiment entre le A et le B, quoi. Oui. Ni un vrai A, ni un vrai B. Oui, mais vous êtes menu, j'imagine. Pas vraiment. Enfin, je suis pas ronde. Je fais du 36 globalement. Mais disons vous êtes que très menu. Non, vous n'êtes pas ronde. À 36, vous n'êtes pas ronde, oui. Oui, mais j'ai des hanches quand même bien marquées. Et de petits seins. Enfin, ils sont vraiment petits, quoi. Et moi, oui, mais c'est intéressant ce que vous dites, Livia, parce que quand vous étiez avec un homme qui aimait vos seins, à ce moment-là, vous n'étiez plus aussi obsédée par la taille de vos seins. Disons que j'en parlais beaucoup avec lui parce que c'est vraiment un complexe, qui me travaille. Simplement, comme je savais qu'il les aimait, ça m'importait peu finalement parce que c'était les seuls à les voir, mis à part moi. Mais là, le fait de me retrouver seule et avec des hommes qui apprécient généralement des poitrines un petit peu plus volumineuses, sans forcément parler des gros seins, mais même un bonnet moyen, un bonnet C ou des choses comme ça. Non, un bonnet C, c'est pas un bonnet moyen. Hein. Un bonnet B, c'est un bonnet moyen, Livia. Oui, il faut remettre les choses à leur place. La plupart, vous allez dans les magasins de lingerie, c'est le bonnet B qui est le plus vendu. C'est déjà une taille de bonnet assez conséquente. Vous voyez, vous êtes tout à fait dans la norme là. C'est vous qui vous faites une idée très particulière. Mais vous racontez quelque chose. Vous savez, beaucoup de femmes sont complexées par la taille de leur sein. Et souvent parce qu'elles les trouvent pas assez gros. Alors il y a celles qui effectivement ont une poitrine trop importante et d'ailleurs ça peut leur créer des problèmes de dos et ça peut être pris en charge par la sécurité sociale parce que ça crée vraiment des problèmes. Mais beaucoup, c'est le motif des consultations de chirurgie esthétique, ont l'impression qu'elles n'ont pas des seins suffisamment imposants, comme si les seins à eux seuls c'était le symbole de la féminité. Mais si vous voulez, souvent le problème, il se situe ailleurs. Parce que le poids, la taille, la forme de leur sein, c'est comme si, à travers ça, vous vous sentiez pas vraiment une femme. Comme si vous étiez une femme juste à travers la taille de vos seins. Le problème, il vient souvent de plus loin. C'est vrai que je me sens un peu, entre guillemets, mais un peu handicapée. Parce que moi, dans mon entourage, j'ai une petite sœur et ma sœur... qui a comme 5 ans de moins que moi, fait un bonnet C, par exemple. Dans ma famille, tout le monde a des seins plutôt moyens à gros. Et dans mon entourage amical, mes amis, je suis vraiment celle qui a les plus petits seins.
Et c'est vraiment quelque chose. Oui, mais ça peut être très joli. Et ça peut être très très joli, des petits seins. Et d'ailleurs, il y a des hommes qui aiment beaucoup les petits seins. Le cliché des hommes qui aiment les gros seins, c'est aussi un cliché parce qu'il y a des hommes qui aiment des seins plutôt menus. Parce que ça peut avoir un côté charmant, ça permet de mettre des petites nuisettes, des petits tops. Parce que le côté aussi mettre des petits tops, des petites nuisettes, des petites choses avec des très gros seins, tout de suite, ça, bon, à la limite on voit que ça et ça peut être, vous voyez, on peut pas toujours s'habiller comme on veut non plus. Donc, si vous voulez, à travers vos seins, vous racontez quelque chose, mais souvent les femmes qui focalisent sur leurs seins, c'est qu'il y a quelque chose autour de la féminité. C'est-à-dire qu'elles attendent, comme si vous voulez, vous faisiez pas partie du monde des femmes. Il y a quelque chose autour d'un parcours, d'une histoire de la féminité, comme si quelque chose n'avait pas pu être transmis. Il y a quelque chose d'un manque de confiance, d'une transmission qui n'a pas pu se faire. Ça vaut le coup de s'interroger là-dessus. Je sais pas quel âge vous avez, Livia. J'ai moins de 25 ans. Je vais pas être trop précise parce que je sais que j'ai une amie qui m'écoute, donc j'aimerais. Oui, vous êtes très jeune, hein, d'autant plus, hein, franchement. Bon, on va continuer à en parler parce que les complexes et notamment autour de la taille des seins, vous allez voir qu'on aura peut-être des réactions au 39-21. Donc restez avec nous, on continue à en parler après le journal, d'accord ? À tout de suite, Livia. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de tout, en toute liberté, en appelant le 3921 et vous pouvez réagir à tout ce qui se dit en appelant ce même numéro jusqu'à 1h, puisque nous sommes en direct. Vous pouvez le faire aussi par SMS au 7 39 21, en commençant vos messages par le mot nuit, ainsi que par mail sur le site europe1.fr. Livia, vous êtes là ? Oui. Alors Livia, donc vous avez moins de 25 ans, vous restez flou sur votre âge parce que bon, vous avez une amie qui écoute, vous voulez pas être reconnue, je pense que cela dit, elle doit reconnaître votre voix. Mais donc vous avez un complexe et vos petits seins, parce que vous dites vous faites pourtant un 85B, bon. Ce qui reste, ça reste. Enfin, je veux dire, c'est pas, vous n'êtes pas totalement plate, quoi. Je veux dire, vous avez quand même des seins, mais qui vous complexe. Alors, vous étiez avec un homme qui, lui, aimait bien vos seins, vous trouvez très désirable comme ça, et là, ça s'était un petit peu estompé. Depuis que vous êtes séparés, ce complexe fait un retour en force. Alors, autour de vous, vous me dites que vous avez des femmes qui ont plutôt des seins plus imposants. Vous parlez de votre sœur, notamment, c'est ça ? Oui. Votre mère également ? Oui, oui. Votre mère a des seins plus imposants également. Oui, ma mère, elle fait un bonnet D. Ah oui, en effet. Oui, alors là, c'est... ouais. Et elle, qu'est-ce qu'elle en dit, elle, de ses seins ? Ah ben, ma mère, elle dit qu'elle préférerait 1000 fois avoir mes seins que les siens. Ben voilà, on n'est jamais contente de ce qu'on a. Oui. Parce que bon, elle, avant d'être enceinte, enfin avant d'avoir ses enfants, elle faisait un bonnet, un bon bonnet B, voire C en fait. Oui. Et donc après, elle a pris avec les grossesses. Mais du coup, elle me dit, mais profite, voilà, ils tiennent, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si, mais gros, forcément, c'est plus ferme. Oui, bien sûr, ils tiennent. Voilà, vous pouvez. C'est ce que je vous disais quand vous pouvez là, avec l'été, mettre des petits tops, même parfois même sans soutien-gorge, et c'est ravissant. Alors qu'avec des seins plus imposants, bah, ils tombent plus, forcément.
Oui, bien sûr, aussi, hein, même bon. Et là, vous pouvez pas mettre des tops sans, sans soutien-gorge. Tout de suite, ça a un côté un peu indécent quand même. Hein, ça fait des décolletés. Vous voyez, il faut oser sûr, quand même. mais... Hein. Bon. C'est sûr, mais quand on n'a pas un décolleté généreux, moi je trouve pas que, enfin personnellement, hein, je trouve pas que ce soit très joli de porter un top finalement où il y a quasiment rien en dessous, parce que voilà, comme je vous dis, moi je fais un bonnet B, mais juste pour dire que je fais un bonnet B, parce que je le remplis pas le bonnet B. Voilà, moi je suis pas plate, c'est vrai, je suis pas du tout plate. Oui. Mais, oui, vous avez des seins malgré tout. J'ai des seins. C'est ça. Oui. Mais rien, rien d'extravagant. Et du coup avec un top, c'est pas joli du tout parce que vraiment quand je porte des tops sans soutien-gorge, on a l'impression que je n'ai rien. C'est ça qui est vraiment bizarre, c'est que quand je me vois dans un miroir sans nu par exemple, je vois ma poitrine, mais dès que je mets un top ou quelque chose comme ça, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on a l'impression que je suis vraiment plate. Et bon, ça c'est vrai que ça me gêne. Et puis il y a aussi quelque chose qui favorise un peu le complexe, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui se font opérer. Il y a de plus en plus de femmes qui ont du mal à accepter leur sein et du coup ça me donne l'impression d'être hors norme. Parce qu'elles veulent tellement atteindre la norme, finalement on renie tellement les petits seins que du coup, moi personnellement, j'ai pas du tout envie de me faire opérer parce que je supporterais pas de ne pas être naturelle en fait. Et du coup, c'est vrai que de voir ces femmes qui rejettent les petits seins, ça empire un peu mon complexe. Et oui, mais vous voyez autour de vous qu'il y a pas que des femmes qui ont des gros seins. Enfin, je veux dire, vous voyez, il y a de tout. Et après, moi, on voit, bon. Encore une fois, je trouve que ça peut être très joli aussi et très agréable de voir, l'été, des tops ou des petits seins, ça peut être encore une fois charmant parce qu'en général il y a des épaules qui vont avec, il y a un côté un peu gracile, ça a un côté un peu jeune fille. Voilà. Un peu, et ça va bien avec la silhouette. Vous voyez, vous me dites que vous faites un 36, on me dit 36 fillettes, donc ça va bien avec une silhouette un peu de jeune fille, une silhouette gracile, et il y a un côté aussi assez élégant finalement. Il y a quelque chose de ça fait des silhouettes un peu évanescentes qui sont, ça a aussi beaucoup de charme. Et il y a des hommes qui aiment beaucoup. Donc je pense que le problème, c'est que pour le moment, vous focalisez là-dessus et ça se comprend aussi parce que vous avez eu un modèle de femme, de féminité opulente, on va dire, avec une mère qui avait des seins, qui se voyait beaucoup, très opulente. Et donc vous vous êtes identifié aussi à ce modèle-là, comme si être une femme, c'était avoir comme ça un décolleté vertigineux. Mais vous voyez que votre mère, finalement, elle vous dit que un décolleté moins vertigineux lui irait très bien. Oui. Donc, et puis, je pense que quand vous dites votre peur, quand vous parlez de votre peur de ne pas être désirable par rapport à certains hommes, c'est vraiment votre peur, parce que je vous assure, Livia, qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment beaucoup les silhouettes, comme ça, graciles, et qui porteront, ils verront aussi un ensemble et qui trouveront vos seins absolument charmants. Et je pense qu'à partir du moment, vous avez du mal, vous, à vous aimer aussi, mais à partir du moment où un homme aussi portera un regard désirant sur vous, vous vous sentirez mieux. Quand vous étiez avec cet homme, déjà vous vous appréciez un peu mieux, semble-t-il. Oui. En tout cas, vous complexiez moins. Parce que cet homme vous désirait. Vous savez, le désir d'un homme est pas conditionné par les critères esthétiques que l'on peut avoir, nous, en tant que femmes, et notamment ces histoires de normes. Et ces normes qui varient en plus suivant les modes. Vous savez bien qu'il y a des modes dans ce domaine, hein ? Oui, je sais. Bon.
Donc, oui, il y a des femmes qui vont se précipiter chez le chirurgien et parce que, voilà, actuellement, la mode, c'est des seins comme ça, des bouches comme ça, des pommettes comme ça. Mais finalement, derrière, elles sont souvent très malheureuses. Ça ne veut pas dire qu'elles s'aiment davantage. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que jamais j'envisagerais de faire une opération. Ouais. Déjà parce que, voilà, il y a le côté pas naturel qui me repousse. Et en plus de ça, ça réglerait pas mon problème parce que moi, j'aurais l'impression de tricher avec moi-même. Mais de toute façon, l'important, vous avez raison, c'est d'arriver à vous accepter, vous. Et vous verrez la silhouette, ça se modifie. C'est-à-dire que, bon, peut-être que vous garderez toujours ce petit 36 fillettes, mais peut-être que vous, à un moment dans votre vie, prendrez un peu de poids, notamment au moment si vous attendez un bébé. Vous allez voir qu'en attendant un bébé, vous aurez des formes plus généreuses et notamment des seins. Bon, il y a aussi, sans attendre un bébé, il y a des moments dans la vie où on peut prendre un peu de poids et quand on prend un peu de poids, généralement, ça se traduit aussi au niveau des seins. Donc, il y a des femmes qui disent « Ah, c'est un peu embêtant parce que j'ai pris du poids, bon, pas toujours où je voudrais, mais enfin, il y a un avantage, c'est que j'ai pris des seins. » Vous voyez, donc, la silhouette d'une femme, elle se modifie tout au long d'une vie. C'est ce qu'il faut vous dire, vous êtes très jeune encore, hein. Donc, et vous allez voir qu'aujourd'hui, ce qui vous complexe, peut-être qu'à un moment, quand vous allez avancer en âge, vous regretterez ce moment-là de votre vie où vous aviez comme ça des petits seins et vous diriez ah, j'aimais bien cette période-là où je pouvais mettre des tops sans soutien-gorge et autres. Et puis, si vous voulez un peu tricher, il y a aussi tout ce qui se fait maintenant comme soutien-gorge, un peu push-up, où pour le coup, c'est très bien fait et ça vous fait un effet un peu rembourré et ça fait un décolleté plus généreux. Ah oui, heureusement que ça existe. Bon, vous aimez bien ça? Oui. Oui. Oui, franchement oui, parce que. Vous voyez, tout en restant, bon voilà, c'est juste un soutien-gorge un peu pigeonnant, voilà. Et il y a les maillots de bain aussi qui sont faits pareil. Oui, c'est vrai qu'ils s'en font de plus en plus. Mais voilà, je suis tellement conditionnée par cette image d'une femme épanouie, parce que pour moi, c'est vraiment le terme, en fait. Vous, tout à l'heure, vous disiez que c'est vrai que le fait d'avoir une petite poitrine, d'être menue et tout, ça faisait gracile, oui. Jeune fille. Oui. Ben, c'est ça, justement, qui m'embête, parce que moi, Vous voudriez faire plus femme? Je voudrais faire femme, parce que oui. moi, je me sens, comment dire, j'ai vraiment envie d'être femme. J'ai tout ce qu'il faut pour être femme, mais il me manque des seins. J'ai vraiment l'impression d'être handicapée d'une grande part de ma féminité, parce que les seins, c'est quand même ce qui nous différencie des hommes. C'est une des parties du corps qui nous différencie du corps masculin. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'être amputée de cette partie-là. Mais je le ressens vraiment comme ça. Oui, c'est très fort, hein. Oui, c'est très fort. Alors, je vais vous lire, avant d'accueillir Agnès qui est avec nous au 39-21, je vais vous lire des réactions d'hommes qui m'envoient quand même par mail comme ça des messages. Il y a Franck qui dit « Vous avez raison Caroline, je fais partie de ces hommes qui préfèrent largement les petits seins. Je trouve ça charmant. » Il y a Philippe qui dit « Mais que Livia arrête de complexer. Les petites poitrines sont plus harmonieuses et les femmes qui les portent souvent très sensuelles. » Et puis... il y a Romain qui dit « Je vous ai écouté il y a quelques minutes et je pense que les hommes ont le même complexe avec la taille du pénis. » Oui, alors ça c'est... Il faut parfois se raisonner et trouver aussi des choses jolies chez vous. Je suis sûre que vous avez d'autres atouts que vos seins. Pour un homme, les seins d'une femme ne sont pas tout. Alors... Haut les cœurs, dit-il. Bon, en plus, c'est vrai qu'il y a des hommes qui focalisent pas du tout sur les seins. Hein. C'est plus les fesses, c'est plus, enfin, vous voyez, il y a plein de choses. C'est pas, on a l'impression en tant que femme, c'est tout le temps les seins. Mais il y a beaucoup d'hommes qui c'est pas forcément, vous voyez, les seins à tout prix. Hein. Il y a quelqu'un qui dit le charme de Jane Birkin. J'avais la même taille que vous et à 64 ans, je fais aujourd'hui un 90. Je trouve ça décevant. Et puis
dit, voilà, parce que j'avais eu un petit souci avec mes SMS, donc je les avais plus là. Ludovic dit que cette jeune femme se rassure. Elle a peut-être pas les seins qu'elle voudrait, mais elle a une voix extrêmement séduisante. Je suis sous le charme. Et puis il y a quelqu'un qui dit, si vous allaitez un jour un enfant, vous aurez l'occasion de voir vos seins grossir, et peut-être que là vous vous sentirez plus sereine et vraiment femme. On va accueillir Agnès, et je vais prendre le temps comme ça en écoutant Agnès, de regarder aussi vos messages qui arrivent par SMS. Bonsoir Agnès. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous entends. Oui. Mais écoutez, je viens d'entendre le témoignage de la jeune fille là, pour ses petits seins. Et je tiens à témoigner. J'étais moi-même plutôt replète, avec une grosse poitrine quand j'étais gamine et jusqu'à 25 ans. 25 ans où cette grosse poitrine m'handicapait. Et je me suis offert pour mes 25 ans l'opération de réduction de la poitrine. Et j'étais tellement, parce que je mesure 1m50, à l'époque je pesais peut-être 48 kilos, mais malgré tout ma stature a fait qu'on a bien voulu prendre mon cas en compte, même pour la sécurité sociale, parce qu'on voyait que j'avais une petite structure, et donc on m'a opéré de la poitrine. Et ça a déclenché chez moi, mais un bien-être, c'est-à-dire que cette chose m'handicapait, c'était lourd. Quand je courais, j'étais sportive, je voulais jouer au tennis, et dès lors qu'on m'a opérée, j'ai eu ces rendez-vous, vous savez, vous avez le rendez-vous mensuel après 2 mois, 3 mois, et au bout de 6 mois, je me souviens, mon chirurgien m'a dit, mais je vous ai tout retiré. En fait, non, c'est simplement que chez moi, ces seins m'handicapaient, ce n'était pas moi. C'était trop... Et je me suis mise à fondre, et je vous parle de ça, j'avais 25 ans. Oui. Aujourd'hui, j'en ai 48. Je pèse toujours 41 kilos. Donc, je fais effectivement gracile. Et j'ai... Alors, vous parliez de charme, ça m'a ravie, parce qu'effectivement, au fur et à mesure de mes vies amoureuses, ça ne m'a jamais desservi, à tel point, c'est que je peux même arguer d'être sortie avec un capitaine des All Blacks. Je peux vous dire. Donc, voyez c'est que, votre trophée, ça. Non, mais il y a des profits. Oui, parce que quand c'est harmonieux, parce que je n'étais pas faite, j'étais gracile. Je suis, en fait, petite, et ces petits seins, et parce que c'est un style de vie. Quand vous bougez plus et se mouvoir, danser sans avoir des trucs qui se trimballent de partout. Moi, j'adore danser. C'est des seins s'agiter de partout, porter de beaux trottoirs. J'aime bien comment vous dites ça. Mais non, mais je ne sais... Oui, parce que je vous dis, j'ai connu l'un et l'autre. Et en même temps, non, parce que je n'assumais pas cette poitrine. Mais dès lors qu'on m'est opérée et j'ai trouvé une confiance en moi, alors évidemment, c'est pas le même cursus que cette jeune fille, mais je peux lui dire qu'aujourd'hui, c'est un ensemble, et moi, au grand jamais, je ne reviendrai en arrière. Je ne regrette absolument pas la poitrine. Aujourd'hui, j'arrive à trouver des soutiens-gorge à ma taille. Je suis comme, je pense, je dois faire un 85B, pareil, que je remplis des fois qu'à moitié. Mais cela dit, je suis d'accord avec vous, c'est un ensemble, c'est un... Non, il y a quelqu'un justement, j'ai un message là qui me dit qu'elle a du mal à trouver des tailles de soutien-gorge parce que elle a un beau nez, seulement 85 de tour de dos, et trouver un soutien-gorge c'est une vraie galère, sans parler des regards pas toujours sains, c'est le cas de le dire sur mon passage. C'est Bambi. Quelqu'un me dit je fais un 85E et je suis pas heureuse pour autant. Puis Angie qui dit je suis sûre que vous ne souhaitez pas la qualité de votre prochaine relation se joue à la taille de votre bonnet. Oui, heureusement quoi. Et puis Lilia qui dit évidemment, mais bon, ça joue forcément. Ça joue pas. Non, mais non, heureusement. Mais ça serait terrible, Livia. Heureusement que ça ne joue pas. Parce que si franchement un homme.
Mais non. Préciser une chose. Voilà, je voudrais. Non, c'est que vous focalisez tout là-dessus. C'est que vous focalisez trop. C'est le propre du complexe. Mais derrière ça, c'est parce que vous avez du mal à vous aimer et que finalement, c'est plus facile de s'en prendre à la taille de ses seins, de son nez, de son pénis ou je ne sais quoi, qu'à son histoire. Et comprendre ce qui est en jeu, voyez. On focalise sur une partie de son corps. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a des gens qui, se font opérer, pensent que hop, ça va régler leur problème, et malheureusement, ça règle pas le problème. Alors il y en a pour qui, parce qu'après tout, s'il y a vraiment un problème, quelque chose qui est de l'ordre presque du handicap physique, pourquoi pas, si ça peut améliorer le regard que l'on porte sur soi et se sentir mieux. Moi, je ne suis pas contre la chirurgie esthétique. Mais quand il y a un tel complexe, je pense que ça vaut le coup de se pencher un peu sur soi pour s'aimer davantage. Parce qu'à un moment, c'est-à-dire qu'on ne voit plus que ça et c'est quand même l'arbre qui cache la forêt. Alors, j'ai reçois pas mal de messages. Il y a quelqu'un qui dit j'ai 53 ans, pèse 48 kg, 85B, je me sens bien, c'est Coco. Anne qui dit quel bonheur ce serait de pouvoir porter de jolis tops, les seins lourds, c'est très pénible, croyez-moi. Quelqu'un dit les petits seins vieillissent bien, j'ai 54 ans et encore une jolie poitrine, je fais du 85B, j'ai trouvé des soutiens-gorge qui font un bel effet et mes amis de mon âge qui ont des gros seins les voient tomber. Eh oui, c'est la loi de la pesanteur. Sandrine qui dit j'ai une poitrine généreuse que j'ai assumé tard, car contrairement à ce que l'on pense, cela fait peur aux hommes, alors essayez de ne pas trop focaliser dessus. Loulou qui dit je fais un bonnet A et encore peu rempli, mais j'ai appris avec l'âge que c'était pas vraiment le critère le plus important. Sarah dit au moins consolez-vous en vous disant que vous n'aurez pas les seins qui tombent. Lilia qui dit la mode des gros seins, c'est un diktat de certains magazines et on a vu, grâce à la chirurgie esthétique, des seins énormes émerger sous les t-shirts, mais je suis pas jalouse. Bon, voilà, donc et encore des hommes qui disent que vraiment il faut que vous arrêtiez de complexer. Quelqu'un qui dit j'ai des hanches larges, je fais un 95 A et B, je trouve que c'est une vraie liberté pour faire du sport, pour ne pas porter de soutien-gorge l'été, pour tout porter sans faire vulgaire. J'ai pris un peu de sein en approchant des 30 ans. Je regrette un peu mes petits seins d'il y a quelques années. Il faut arrêter de se complexer et de supporter des normes imposées par notre société. Il n'y a pas un modèle parfait de femme, mais des femmes toutes différentes. Je garantis que mon homme aime et que je n'ai jamais eu du mal à séduire avec des petits seins. Nexus dit bonsoir, belle émission, très érectile. Je suis amoureux de ce type de femme. Je suis restée près de 15 ans avec une femme gracieuse, 34-36, menue, mais très gracieuse. Et on sent que vous êtes belle, rassurez-vous, rien qu'à votre voix. Aline qui dit 85B, mais quel bonheur, mettre des tops, des robes, des dos nus possibles, tous les modèles de lingerie possibles, n'importe quelle forme de maillot de bain. Je faisais à 13 ans un 95E. Après réduction, je fais un 85D. Je hais mes seins. Ils sont gros, lourds, limite mes choix de lingerie, de vêtements, rendent tout décolleté vulgaire. J'ai hâte de pouvoir faire une nouvelle réduction. Vous voyez, ça rejoint un peu ce que vous disiez, Agnès. Oui, là je suis en accord total. Moi je reviendrai pour rien en arrière, hein. Mais c'est vrai que c'est une histoire d'être en accord. Moi j'aimais être sportive, j'aimais bouger, donc voilà. Donc effectivement ça bougeait pas au même rythme que moi, c'était toujours décalé. Je suivais mal le rythme. Et je vous dis, c'est une histoire d'harmonie. Oui. Vous l'avez très bien expliqué. C'est vraiment une histoire d'harmonie, c'est ça. Et moi, dans ma tête, je me sens pas du tout harmonieuse. Alors il y a quelques années, je faisais 10 kilos de plus avec la même poitrine. C'est-à-dire que moi, depuis que je n'ai jamais dépassé le bonnet B. Et par contre, je faisais 10 kilos de plus. Et étant enfant, j'avais un surpoids. Entre 4 et 6 ans, j'étais en obésité infantile. Bon, alors il y a peut-être de tout ça, de votre histoire. Vous savez, on raconte un peu de son histoire en parlant de ces complexes aussi, finalement, en parlant de votre corps. Ça raconte aussi votre histoire. Donc peut-être pourquoi cette obésité quand vous étiez enfant. Peut-être enfant, il y avait ce problème de surpoids. Aujourd'hui, c'est vos seins qui vous complexent. Vous parlez d'une difficulté à vous sentir bien dans votre corps. C'est peut-être de tout ça dont il faudrait parler. Paradoxalement, j'aimerais
Vraiment, moi j'ai vraiment des envies de féminité, et puis je prends soin de moi. Enfin d'ailleurs, voilà, si j'ai perdu du poids, c'est bien parce que j'ai pris soin de moi, que je veux me faire belle, que je me trouve plutôt jolie dans l'ensemble, etc. Mais voilà, il y a toujours cette envie finalement de coller à l'image de la femme que je me suis représentée dans ma tête, que j'ai tellement idéalisée, quoi. Mais alors, tout le monde voudrait ressembler. Allez en parler peut-être un peu. Restez pas focalisé sur un modèle qui est finalement un modèle inaccessible et qui vous fait un peu souffrir. C'est le fil des magazines, là. Ouais. Il y a Sergio qui dit: l'amour de ma vie et la maman de mes enfants aussi faisait un 85B et elle avait pour moi les plus beaux seins du monde. Donc vous savez, comme vous dites, tout ça c'est un peu dans la tête. Cathy dit: les danseuses ont souvent des petits seins. Regardez les danseuses du Crazy Horse, elles sont, on peut pas dire elles sont sublimement bien faites. Bon, elles ont des petits seins. Et elles sont extrêmement bien faites. Enfin, si elles sont pas sexy, franchement, on spam devant. Hein, tous les hommes se spamment devant elles. Bon, elles sont sublimement sexy, mais elles se tiennent très droites. C'est un maintien, c'est une stature aussi. Bon, maintenant, s'il y a quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous pèse, allez peut-être un peu en parler. D'accord ? Oui. Bon, je peux dire quelque chose. Non. Allez, une petite chose pour conclure. Qui ? Une petite chose pour conclure, oui, allez-y Agnès. Ah bon, pardon. Bien, oui, parce que je pense que la féminité, ce n'est pas seulement ces arguments comme on les montre. Voilà, ça peut être le gestuel, ça peut être le petit artifice, le maquillage, ça peut être un beau bracelet, quelque chose qui scintille, le penchement de la tête. La féminité, le charme, c'est indicible. Ce n'est pas quelque chose qu'on montre, qu'on met sous le nez des gens. Il me semble. Mais c'est une façon d'être aussi. C'est intérieur aussi la féminité. Mais exactement. C'est pas que si vous voulez, on l'a réduit et souvent dans la mode et dans les magazines, on l'a réduit à des artifices, à du maquillage, à la coiffure, à des vêtements, à des c'est aussi avant tout une façon d'être et c'est quelque chose donc qu'on n'aborde pas, c'est quelque chose qu'on suggère. Mais c'est subtil, c'est tellement subtil. Mais pour ça, effectivement, je pense peut-être avoir confiance en soi, d'émaner. Il faut émaner quelque chose. Alors Brigitte dit peut-être qu'il serait important de vous pencher un peu sur vous et essayer de rechercher une harmonie intérieure. Et puis il y a Véro qui dit: bon allez, arrêtez cette discussion parce que vous me faites complexer encore plus. Moi je fais à peine 50% d'un bonnet A, dit Véro. Allez, vous réduisez pas à ça les filles, franchement. Hein, on va faire demain une thématique sur la taille du pénis, vous verrez, ça sera autour des garçons. D'accord? D'autant que la taille des pénis réduisent, il paraît, avec le temps. Là. Les pauvres, oui, c'est vrai, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Une étude de fait. Non, mais c'est vrai, la taille du sexe, ça diminue. Oui, diminue. Au fil des siècles, par rapport à 1900 ou je sais plus quoi. Là, si ça continue comme ça, il va plus rien rester. Écoutez, on touchera le petit doigt. On va mettre aussi des caleçons push-up comme ça, mais bon, voilà, on aura des bonnets et tout. Il existe déjà des slips d'artifice pour les messieurs comme nous, tout sera faux. On aura des trucs pour remonter les seins, pour booster les fesses. On les uns devant les autres, on sera bien déçus. mais ce qui est petit est mignon. Hein, finalement, c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Mais c'est ce que je me dis moi tout le temps. Bon, allez. Alors, je vous embrasse. Bonne soirée. Je vous embrasse, Livia. Au revoir. Merci Agnès aussi. Au revoir Agnès. Au revoir. Bonsoir Brian. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. Bonsoir. Oui, j'ai 22 ans et ça fait 3 ans que je suis séparé d'une amie avec qui j'ai été 3 ans. Et depuis, j'arrive pas à refaire ma vie, j'arrive pas à faire rentrer quelqu'un dans ma vie. Je me braque. Au début, j'ai envie de quelque chose et au moment où il se crée quelque chose, je me braque, je me referme et j'en ai marre parce que ça fait 3 ans que c'est la même chose, la même routine, toujours les mêmes pensées.
C'est quoi? Et Toujours les mêmes pensées, c'est-à-dire? Enfin, toujours penser à elle, toujours, je me couche, je pense à elle, je me lève, je pense à elle, je suis routier, donc dans le camion, je pense à elle. Oh là là, Et à ce point-là, hein, depuis 3 ans? oui. Vous êtes Oui, séparés ça- depuis combien de temps? Ça fait, 3 mois de ans? mars, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans. Attendez, depuis 3 ans, c'est vraiment, c'est à ce point-là, Oui, matin, soir. Oui, et Ouais, c'est quand même- je me referme, je me suis créé une bulle, je me suis créé ma bulle à moi, où le routier, ce que je voulais le faire, et aussi pour pouvoir m'isoler, ça me permet de m'isoler. Je suis quelqu'un qui sort pas, qui travaille, par rapport à ça, parce que j'ai pas envie de laisser quelqu'un rentrer dans ma vie, puis au fond, je me dis que j'ai 22 ans et je passe à côté de quelque chose, quoi. D'un côté, c'est un peu une sonnette d'alarme, quoi. Je me dis. Heureusement, oui, non, c'est bien que vous réagissiez comme ça, parce que à la fois vous êtes complètement replié sur vous, une bulle quand même pas très agréable, une bulle un peu prison où vous vous isolez. Alors oui, vous êtes routier, donc vous avez du temps pour penser et pour ne penser qu'à elle, mais ça tourne à l'obsession là. C'est-à-dire que ça devient vraiment complètement obsessionnel là. Ça me fait penser à une musique de Damien Seyss. Je crois qu'elle reviendra. Je me dis qu'elle reviendra. Puis des fois, je suis lucide. Je me dis mais non. Pourquoi elle a laissé entendre quand elle est partie? Justement, ça a été radical. Ça a été on arrête. Et pourquoi j'ai jamais su. Il y a plus de contact. On se croise de temps en temps, mais il y a vraiment plus de contact. Il y a un regard, mais un regard un peu vide l'un et l'autre, et puis voilà. C'est toujours pareil, quoi. C'est vraiment, je me couche en pensant à elle, je me lève en pensant à elle. Je m'interdis tout, je m'interdis d'aimer, même les relations sexuelles, c'est pas, non, je veux plus, c'est vraiment. Oui, mais on dirait que vous vous punissez. Enfin, vous êtes dans quelque chose là de. Je suis quelqu'un qui remet souvent en question et j'essaye toujours d'étudier qu'est-ce qui a pas marché, pourquoi elle est partie. Oui, mais vous voyez bien que là vous tournez à vide. Parce que depuis 3 ans, elle est passée à autre chose, forcément. Et vous êtes toujours sur pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Enfin, vous êtes dans un temps mort, un temps c'est fixé, c'est arrêt sur image là depuis 3 ans. C'est comme si le temps s'était figé. Donc à un moment, c'est vrai qu'il est important quand même que vous en parliez, que vous arriviez à ce que le temps se remette en marche et que vous repreniez le cours de votre vie. Ouais, mais je suis d'accord avec vous, mais j'arrive pas, je suis bloqué. Parce qu'il va falloir vous faire aider, certainement, quand on est dans quelque chose qui tourne comme ça, qui est figé, qui est fixé. Ça veut dire il va falloir faire quelque chose, faire une démarche. Si vous appelez ce soir, c'est que vous ressentez qu'il y a quand même quelque chose qui va pas bien, là. Je lis beaucoup, j'essaie de lire un peu tout, quoi, tout ce que je trouve. J'achète les livres et en essayant de m'aider, en essayant de trouver une réponse Des livres de quoi? Sur les séparations, comment se reconstruire. C'est la première fois que vous aviez une histoire? J'ai déjà eu une histoire, mais c'était une amourette, mais là c'était vraiment. Et en plus c'était la période, je me suis mis avec elle, la période où j'ai perdu ma mère. Donc certaines personnes disent que c'est une bulle en fait. L'aimer elle, c'est pour le jour où je vais plus l'aimer, je vais peut-être reprendre le mal d'avoir perdu ma mère, je vais peut-être le reprendre en plein visage. En fait, je me suis peut-être aussi mis dans une bulle elle pour éviter de penser à autre chose. Parce que j'essaie d'en parler, mais j'arrive pas vraiment. Vous avez rencontré cette jeune femme au moment où vous veniez de perdre votre mère? Oui, oui, voilà. Au moment où je commençais à entamer le deuil de la perte de ma mère. Elle était décédée peu de temps avant, votre mère? Elle était décédée 8 mois avant. Mais voilà, au début, je voyais vraiment pas. Pour moi, elle était toujours là. Et quand j'ai commencé à voir que ma mère était plus là, c'est le moment où je l'ai rencontrée et ça allait vraiment pas bien dans ma vie. Et j'ai rencontré cette fille-là et je me suis dit, c'est elle qui. Oui, c'est un peu grâce à elle que je vais là-dessus que je vais. Donc. Vous aviez 19 ans, vous étiez très jeune à ce moment-là. Oui, voilà.
Donc oui, donc vous vous êtes beaucoup raccroché à cette histoire qui vous a donné, qui vous a redonné goût à la vie à un moment où vous étiez forcément très mal et où à nouveau l'horizon s'ouvrait, où vous pouviez faire des projets. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Où vous pouviez vous projeter dans l'avenir avec elle. Vous aviez fait des projets d'avenir ensemble. Voilà, elle m'a aidé à me relever et, oui. Et puis je la mets sur un piédestal. Pour moi, c'est malgré qu'elle soit partie, on peut dire n'importe quoi d'elle. Pour moi, ça restera. Je la mets sur un piédestal et j'ai une relation de 3 mois avec une fille, mais c'était toujours mon ex aussi. Mon ex, elle fait mieux. Mon ex là et puis bah ça pas. Puis j'en ai eu marre. Même moi, j'en ai eu ras le bol et j'ai préféré partir parce que c'était. Je pensais qu'elle, c'est usant. Oui, mais. Enfin, vos amis, votre entourage, ils ont raison. Là, il y a un début d'explication c'est-à-dire qu'à un moment, pensez, il y a quelque chose de la perte. Vous étiez en plein deuil de votre mère quand cette jeune femme est arrivée dans votre vie, et ça a été l'éclaircie. Là, c'est ce qui elle vous a permis d'aller mieux. Oui. Donc vous vous êtes depuis, vous vous raccrochez à elle et pensez à elle. C'est aussi une façon de ne pas penser à ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire avant la disparition de votre mère. Vous avez peur de vous effondrer, c'est-à-dire que vous fixez là-dessus, vous vous accrochez à ça. C'est-à-dire à ce qu'elle a pu représenter. Ça a été une planche de salut aussi à un moment. C'est-à-dire que il y a deux pertes en une, il y a un deuil à faire qui n'a pas pu être fait, c'est-à-dire que celui que vous commenciez à faire où vous étiez très mal, et ce qui est normal, Brian, hein, parce que vous veniez de perdre votre mère et c'est normal que vous soyez dévasté et effondré, parce que vous étiez très très jeune et je sais pas si... Il me restait plus qu'elle, en plus j'avais déjà perdu mon père étant très jeune, donc il me restait plus que ma mère, donc c'était... D'autant plus, oui, d'autant plus. Vous êtes très jeune pour vous retrouver sans parents. Voilà. Elle était malade ? Non, du tout, c'est un accident. Oui, donc ça a été en plus très brutal. Voilà. Vous avez des frères et sœurs ? J'ai un demi-frère, mais on se voit pas, on se parle pas. D'accord. Oui, donc vous êtes très isolé. Oui, même sur le plan familial, je me suis reclus, je suis totalement... Je me coupe de tout, quoi. Mis à part 1 ou 2 amis avec qui je m'entends bien, j'ai tendance à me renfermer sur moi. Je suis pas le genre à sortir, j'ai jamais vraiment envie de sortir. Je suis assez... Et je pense que de toute façon, ça vient de ça, Puis j'ai pas peut-être peur de rencontrer quelqu'un lors d'une soirée, ou je sais pas. Mais je suis renfermé. Mais parce que vous n'êtes pas bien, en fait. Vous vous protégez comme ça aussi. Vous vous protégez et vous vous réfugiez dans ce souvenir et dans ce souvenir heureux, et un moment, vous essayez toujours de revenir, de comprendre de pourquoi tout a volé en éclats, qu'est-ce qui fait que ce qui représentait à un moment ce retour à la vie finalement grâce à cette jeune femme, pourquoi tout ça a disparu. Mais c'est une façon aussi de vous éviter de penser à ce qui s'est passé avant et à votre tristesse de la disparition de votre maman. Et puis d'y repenser, ça me fait du bien, quoi. C'est le moment nostalgique, quoi. Oui, c'est ça. Donc tout le temps, je me force même des fois peut-être trop à y repenser. Oui, mais parce que c'était un moment aussi où, alors que vous étiez très mal dans votre vie, elle est arrivée et à nouveau, elle a redonné du sens à votre vie. Donc aujourd'hui, vous vous accrochez à ça, presque comme si elle n'était pas partie non plus. Oui, c'est ça. C'est une façon de vous couper. Comme si elle allait revenir, comme si on allait tout reprendre comme avant et que vous n'allez plus être malheureux. Voilà. Et en même temps, par moment, vous sortez de cette bulle où vous vous rendez compte que c'est pas la réalité. Et que la réalité, c'est que vous êtes toujours seul et quand même triste. Que ça soit plus comme avant parce qu'elle est plus là, et puis il y a aussi votre mère qui n'est plus là, et donc vous vous protégez, vous êtes dans votre bulle pour ne plus aussi avoir à perdre et pour ne plus avoir à souffrir. Mais dans les faits,
c'est tout à fait ça. Mais dans les faits, vous souffrez, Brian. Et ça serait important que vous puissiez en parler. Parce que c'est ce qui va vous permettre à nouveau de pouvoir faire des projets. Là, vous ne pouvez pas faire de projets. Vous restez dans ce temps d'avant, dans ce temps où quelqu'un vous aimait, où vous étiez aimé, et où donc vous étiez dans un cocon. Et puis, mis à part, oui, voilà, c'est tout à fait ça. Mis à part au plan de vue du boulot où j'avance, c'est le seul. Sinon, dans le reste de ma vie, c'est vrai que je stagne. J'ai mis pause, quoi. Il y a un moment où. Voilà, vous êtes sur pause, c'est ça, c'est ça. Vous avez figé un temps où, bon, voilà, c'est le temps où ça allait, là où vous étiez heureux. Mais vous pouvez l'être à nouveau, Brian. C'est-à-dire que. Vous avez été aimé, cette jeune femme vous a aimé. Malheureusement, bon, ça arrive que les sentiments ne soient plus là. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas aimé à nouveau et que vous ne pourrez pas aimer de nouveau. C'est peut-être aussi ça qui me, je sais pas. Je suis vraiment confus parce qu'à la force en fait de trop y penser, je m'y perds dans mes pensées. Mais oui, mais parce que pour le moment, c'est une façon de vous protéger. Elle occupe toute la place, elle occupe tout le terrain. Oui, c'est ça. Mais il est important, si vous voulez, les livres. C'est ce que vous essayez de faire à votre façon de vous guérir, de vous réparer, en lisant des livres autour de la séparation amoureuse, comment se reconstruire. Parce que vous sentez bien qu'il vous faut sortir de cet état-là. Parce que vous pouvez pas rester sur pause, pour reprendre votre expression, comme ça, tout le temps. Il faut que vous avanciez. Et pas que professionnellement. J'ai l'impression qu'à l'intérieur de moi, il y a quelqu'un qui me dit qu'il faut que j'avance, quoi. Oui. Oui. Je sais pas, c'est la conscience ou je sais pas, mais je pense que c'est de voir la vie qui défile et de voir que je suis toujours pareil. C'est ça qui me permet de me dire oublie là, passe à autre chose. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, Brian, il faut que vous acceptiez l'idée de faire éclater votre bulle. Parce que cette bulle, qui au départ était une protection, pour moins souffrir, pour vous protéger de ce qui vous a terriblement fait souffrir, parce que vous avez été très éprouvé par la vie, entre le fait que vous avez perdu votre père jeune, que malheureusement votre mère, vous l'avez perdu à 19 ans d'un accident. Non, j'avais 15 ans et demi. D'accord. Je me suis mis à 16 ans jusqu'à 19 ans. De 16 ans à 19 ans, j'ai été avec mon ex. Et de 19 ans à maintenant, je suis tout seul. Ah d'accord, je pensais que vous l'aviez rencontré juste après le décès de votre mère. 8 mois après, en fait. Bon, d'accord. On a été 3 ans ensemble, mais ça fait 3 ans qu'on est séparés, donc ça fait 6 ans de ça. Bon, il faut que vous acceptiez de faire éclater cette bulle, parce que cette bulle, aujourd'hui, elle vous oppresse, elle vous enserre, elle vous empêche de vivre, tout simplement. Et la vie, elle vous attend, elle vous tend les bras. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut que vous acceptiez alors c'est compliqué dans votre métier, hein, de routier, de vous poser et de trouver quelqu'un à qui vous pourrez parler, comme vous le faites moi ce soir en m'appelant. Mais voyez, de trouver un endroit, peut-être voir vous avez un médecin généraliste ? Oui. Bon, vous rentrez régulièrement ou vous faites qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes au national le week-end, j'ai que le week-end de libre. Bon, peut-être que vous pouvez voir un psy qui consulte le samedi, hein. C'est possible, il y en a. Il faudrait que vous voyiez avec votre médecin, déjà, généraliste, pour qu'il puisse vous donner des coordonnées et voir parmi les psys ceux qui peuvent consulter le samedi. Il y en a forcément qui consultent le samedi, de façon à ce que vous puissiez faire un travail. C'est-à-dire que vous acceptiez, voyez, toutes ces pensées qui tournent et retournent dans votre tête, d'aller en parler à quelqu'un. Parce que ce qui est compliqué, c'est que là, vous restez focalisé sur l'absence de cette jeune femme pour ne pas parler d'une autre absence, celle de votre mère. Et
en parlant de ces deux absences, de ces deuils à faire, c'est ce qui va remettre un mouvement en marche. C'est ce qui va faire que petit à petit, vous allez pouvoir sortir de ce temps comme ça, figé, arrêté, et pouvoir refaire des projets. Et donc, à un moment, à nouveau accepter, vous verrez, ça viendra comme ça, vous y ferez pas forcément attention, accepter une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. Prenons votre temps, mais acceptez qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ouais, puis quand elle est partie aussi, j'ai perdu aussi un peu de confiance en moi, donc je pense aussi que ça joue aussi beaucoup sur le fait de rencontrer. Parce que est-ce que aussi le fait de ne pas avoir confiance en moi, je me dis c'est parce que je l'aime encore, donc c'est pour ça que je ne veux pas la rencontrer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi j'ai pas confiance en moi, donc j'ai pas envie d'y aller non plus. Mais c'est normal que vous ayez perdu de la confiance en vous, parce que vous l'avez rencontré à un moment de votre vie où vous étiez en train de vous construire, et puis où vous étiez extrêmement fragilisé aussi par la perte de votre maman. Où vous aviez besoin encore d'elle pour vous, sur qui vous appuyez. Et à un moment, cette jeune femme, elle est venue combler tout ce manque d'amour que vous aviez. Donc elle a représenté un peu aussi comme à la fois une mère, une amoureuse, enfin, elle représentait tout ça. Donc c'est aussi tout ce qu'elle vous a apporté que vous aimez, toute cette période-là où vous vous êtes senti un peu renaître à nouveau à la vie. C'est tout ça aussi. Oui, je recherchais aussi un peu une mère chez elle. Bien sûr, C'était une fille qui avait un peu de caractère et qui était capable de me dire tiens, ça se comprend. Faire comme ça, faire comme ça. Vous aviez besoin. C'est ça aussi qui me faisait plaisir chez elle, parce que c'est aussi un peu ce que je recherche même maintenant. Mais je comprends, bien sûr. Si venir faire quelque chose, c'est d'avoir des limites, d'être un peu guidé. Oui, mais c'est pour ça que c'est bien que vous voyiez quelqu'un. Vous voyez, que vous demandiez à votre médecin, parce que comme dit Isaac, les livres, bon, c'est bien, mais c'est pas comme avoir une aide, parler avec quelqu'un qui vous répondra et finalement avoir un travail vraiment personnalisé qui vous aidera beaucoup plus. Et comme le dit Brigitte, vous êtes vraiment très jeune et vous allez pouvoir construire tout doucement une réalité beaucoup plus gratifiante avec une aide vraiment appropriée et quelqu'un qui pourra être à votre écoute et qui pourra vous aider à avancer à votre rythme et à reprendre confiance en vous. Mais courage, vraiment. Il faut aller de l'avant et empoigner un peu la vie, Brian, d'accord ? Vous avez bien fait d'appeler. Je vous remercie, c'est gentil. Et donnez-moi de vos nouvelles dans quelque temps. Y a pas de souci. Il y a Sergio qui dit « Touchant, mon petit collègue, je lui souhaite le meilleur, vraiment. » Merci beaucoup, c'est vraiment gentil de sa part. Je vous embrasse, Brian. Au revoir. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Moi aussi, au revoir. Belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1. L'heure de retrouver Laurence Gontier pour les infos. Bonsoir Laurence.